Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez 7 sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 20 septembre et votre podcast du jour est animé par Jean-Pascal Ledoux. Chers auditeurs, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver. Débutons immédiatement avec l'actualité économique. La Fed officialise enfin la baisse de ses taux d'intérêt. Bernard Kepen souligne une décision tournée vers le futur. Powell était très clair en la matière, c'est plutôt un élément de soutien pour l'année prochaine en termes de croissance. Les détails de l'impact de cette annonce dans la suite de cet épisode. À la une également, d'éventuels repreneurs pour l'usine d'Audi de Forêt, mais qui sont-ils ? C'est une start-up chinoise donc qui fabrique et vend des voitures qui sont un peu du format des Tesla. En fin d'épisode, je vous propose une analyse en profondeur de l'annonce de la Fed par notre experte boursière ainsi qu'une réflexion sur la productivité en Belgique proposée par Itinera. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Audi aurait peut-être trouvé un repreneur pour son usine de Forêt, la société chinoise NIO. D'après le journal de Tide, une délégation a visité le site à plusieurs reprises et prépare une offre qui devrait être soumise lundi. Robert Van Apeldoorn, journaliste pour Trends Tendance. C'est une start-up chinoise donc qui a été fondée en 2014, qui fabrique et vend des voitures qui sont un peu, on va dire, du format des Tesla. Donc ils visent vraiment Tesla avec des voitures d'un certain prix, d'une certaine performance et aussi dans le cas de NIO avec quand même pas mal de luxe, des voitures premium qui ont une caractéristique, c'est qu'elles proposent un service de batterie qu'on peut changer. Les ambitions européennes de NIO ne datent pas d'hier. La marque est déjà implantée en Allemagne, en Norvège, en Suisse, au Danemark et aux Pays-Bas. Cet intérêt de NIO rappelle étrangement celui de Thunder Power pour le site de Caterpillar à Gosselies, qui s'est soldé par un échec retentissant. On ne peut pas comparer du tout, parce que Thunder Power n'a jamais produit de voiture. Quand ils sont venus, ils n'en avaient produit aucune, ils n'en ont toujours pas produit, d'ailleurs ils ont disparu, on n'entend plus parler. Tandis que NIO est coté en bourse, on sait qu'il y a des rapports annuels, ils ont produit, je crois, 160 000 voitures l'an passé, globalement. Donc c'est une marque qui existe, mais qui perd encore pas mal d'argent. Donc ils ont perdu 3 milliards, l'équivalent de 3 milliards de dollars l'an passé. Ces pertes ont conduit au licenciement de 10% du personnel l'année dernière. La concurrence sur le marché des véhicules électriques en Chine est féroce et NIO a du mal à s'imposer. En Europe, son succès demeure limité, avec seulement 2400 immatriculations, bien loin des 230 000 unités vendues par MG, propriété d'un autre constructeur chinois. Z sur 7 à la une. Mercredi soir, la Réserve fédérale américaine a marqué un tournant majeur en abaissant ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2020, avec une réduction significative d'un demi-point. Les taux se situent désormais entre 4,75% et 5%, après avoir atteint leur niveau le plus élevé depuis 20 ans. Bien que de nombreux économistes aient anticipé une baisse, l'ampleur de celle-ci en a surpris certains. Écoutons à ce sujet Bernard Kepen, économiste chez CBC. Deux raisons. La première raison, c'est que clairement, elle a peut-être un peu retardé dans le mouvement à la baisse. Le mois de juillet était peut-être le premier mois pour lequel on pourrait avoir une baisse des taux. Le deuxième élément, c'est très clairement que l'inflation revient dans l'objectif de la Banque centrale américaine. Et rappelons aussi qu'elle a un deuxième objectif qui est le plein emploi. Et c'est pour ça qu'elle a marqué le coup et frappé fort dans un premier temps. Cette décision a pour objectif de concilier le plein emploi et la stabilité des prix aux États-Unis. La première baisse des taux, annoncée par le président de la Fed, Jerome Powell, devrait apporter un soulagement aux ménages américains qui ont été durement touchés par une inflation élevée et des coûts de crédit importants. Très clairement, c'est donner un signal aussi de dire qu'on est dans un scénario, et Powell était très clair en la matière, d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Donc ce n'est pas un choc négatif pour l'économie, c'est plutôt un élément de soutien pour l'année prochaine en termes de croissance. L'impact de cette décision a été relativement limité sur les marchés, qui avaient déjà anticipé cette baisse des taux. Le dollar a brièvement atteint son plus bas niveau de l'année avant de se stabiliser rapidement. Les prévisions suggèrent une possible nouvelle réduction des taux d'ici la fin de l'année aux États-Unis, après les élections présidentielles.
Z sur 7 à la une. Filigrane, vous connaissez ? La librairie bruxelloise est officiellement mise en vente. Depuis janvier, elle est placée en réorganisation judiciaire silencieuse et cherche discrètement des investisseurs depuis 8 mois, sans succès pour l'instant. La direction a désormais sollicité l'aide du tribunal de l'entreprise de Bruxelles en engageant une procédure de transfert sous protection judiciaire. On écoute son président, Paul Dyer. Procédure de transfert sous protection judiciaire permet précisément de protéger l'entreprise pendant un délai de 4 mois afin de lui permettre de négocier la reprise de ses actifs et donc de préserver son activité et l'emploi. Véronique Croiset, la directrice générale de Filigrane, fait appel aux investisseurs, mais également aux passionnés. Nous cherchons des gens, d'abord, qui ont de l'argent pour investir, qui croient dans un nouveau projet. Et également, ça peut être des plus petits montants avec un crowdfunding. Ça peut être des personnes qui veulent reprendre cette entreprise parce que c'est également un beau nom et un beau projet culturel. Pour son dernier exercice, clôturé en juillet, Filigrane a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, en baisse de 1 700 000 euros par rapport à l'année précédente. Bien que les pertes aient diminué de 300 000 euros, cela ne suffit pas pour permettre à l'entreprise de maintenir seule l'activité de ses 3 librairies. Véronique Croiset toujours. On estime que pour avoir racheté des éléments, ou en tout cas la plus grande partie d'éléments du fonds de commerce, et également avoir un fonds de roulement qui est nécessaire évidemment au fonctionnement de la nouvelle entreprise, il faudrait, je dirais, pour être à l'aise 2 millions, peut-être entre 1,5 million et 2 millions en fonction des négociations qui doivent se faire donc avec le tribunal et avec des fournisseurs. Espérons que les ventes de la rentrée littéraire, ainsi que celles engrangées par les fêtes de fin d'année, suffisent à l'entreprise pour lui permettre d'atteindre le mois de janvier. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier s'exprime sur les actions et mouvements des marchés internationaux. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, couramment abrégé Fed, a enfin baissé ses taux directeurs et s'est rallié au consensus du marché qui misait sur une baisse d'0,5%. Cette baisse était attendue, mais d'autres annonces ont créé la surprise. Delphine Wakes nous commente ces annonces. Jérôme a partagé et a communiqué sur ce fameux dot plot qui a été mis à jour depuis juin. Ce dot plot, c'est tout simplement un graphique qui reprend les prévisions de chacun des membres de la Réserve fédérale sur justement les futurs taux d'intérêt et sur le chemin monétaire à venir. Donc ce n'est qu'un outil indicatif, ce n'est en aucun cas un engagement pour la Fed, mais ça permet de mieux comprendre en fait l'état d'esprit de ce comité monétaire. Et donc là, il en ressort que ce cycle de baisse de taux est beaucoup plus ambitieux ou agressif que celui communiqué en juin, puisqu'on a encore 2 baisses de taux attendues pour cette année, 2 baisses de 0,25%. Donc la baisse pour cette année serait de 100 points de base, donc 1%. 1% devrait suivre en 2025 et encore 0,5% en 2026. Les marchés semblent donc avoir bien accueilli ces annonces, malgré des signes de ralentissement économique. C'est vrai que si on vient un peu en arrière, donc Jean-Paul il avait remonté ses taux de 0 à 5,5%, en plus haut depuis quand même 23 ans. Il les a laissés là pendant plus d'1 an. Et enfin, il y a une série de bonnes nouvelles au niveau de l'inflation qui lui permet enfin de baisser ses taux et de rejoindre les autres politiques monétaires dans ce cycle d'assouplissement mondial. Alors, au niveau des marchés obligataires, vous l'avez dit, il y a eu peu de réactions simplement parce que cette nouvelle avait été vraiment intégrée par les marchés. Et donc, si on prend un taux à 2 ans américain, il affiche aujourd'hui 3,6%. Donc, vraiment, ce cycle d'assouplissement est vraiment déjà bien intégré. En revanche, cette nouvelle a été très bien accueillie au niveau des marchés actions, au niveau mondial, puisqu'on a eu des plus hauts atteints au niveau du S&P, du Dow Jones. Et donc là, le marché semble vraiment convaincu que Jean-Paul a agi de façon appropriée et que surtout, il a agi à temps pour faire atterrir son économie en douceur. Et donc on voit des valeurs plus cycliques comme les semi-conducteurs, mais aussi des valeurs plus endettées, des plus petites valeurs qui sont à nouveau plébiscitées par les investisseurs. Et lorsque l'on regarde vers l'avenir, la tendance ne semble pas forcément favorable. Ce n'est pas vraiment de bon augure pour les marchés, puisque là, on se réfère à 2001-2007.
Néanmoins, je crois que c'est vraiment important de souligner qu'en fait, on est vraiment dans un cycle économique très différent, puisqu'on a eu une poussée d'inflation qui a été vraiment issue d'un choc d'offres, non pas du tout d'un choc de demande. La normalisation de l'offre, tant au niveau des chaînes de valeur, tant au niveau du marché de l'emploi, a permis à l'inflation de baisser et permet aujourd'hui à Jérôme Powell de baisser ses taux. Alors que la croissance reste quand même assez vigoureuse aux États-Unis. Les derniers indicateurs pointent quand même à une croissance de 2,5% ou 3%, et on a un taux de chômage qui est encore relativement faible historiquement. Mais je pense qu'il faut rappeler que la politique monétaire met du temps à produire ses effets au niveau de l'économie, et que le travail de la Fed est vraiment un travail d'équilibriste assez délicat, puisqu'elle doit piloter ses taux d'intérêt pour vraiment maintenir l'économie à bonne température. Donc on sait que la prochaine réunion de la Fed aura lieu juste après les élections américaines, et cette issue pourrait encore plus compliquer son travail et cette équation monétaire. L'économie en mouvement. Le think tank Itinera dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Nous voici presque au terme de cet épisode. Pour clôturer celui-ci, les prochaines minutes seront consacrées à Itinera, qui s'intéresse aujourd'hui à la productivité belge. En 1950, l'Europe de l'Ouest représentait à elle seule plus de 25% du PIB mondial. En 2050, l'ensemble de l'Europe comptera pour moins de 10% de l'économie mondiale et le centre de gravité se trouvera quelque part entre l'Inde et la Chine. L'augmentation de la population active et l'accumulation de capital ne peuvent pas expliquer toute la croissance économique. Le moteur à long terme est la productivité totale des facteurs, en d'autres termes, l'innovation technologique, sociale et systémique. Et c'est précisément ce qui fait défaut en Belgique. Première question. Quel est le problème avec la productivité en Belgique ? La mesure la plus couramment utilisée pour la productivité est la productivité du travail, c'est-à-dire le PIB généré par heure travaillée. C'est en quelque sorte une mesure de la vitesse de notre économie. Eh bien, cette vitesse n'est pas suffisante pour soutenir notre modèle économique et social. Selon le Bureau fédéral du plan, la productivité du travail dans les secteurs marchands n'a pas augmenté plus de 1% depuis 1996. Le nombre total des heures travaillées augmente également, mais de moins de 1% par an. En Belgique, ce volume de travail est passé de 6,6 milliards d'heures en 2000 à 7,7 milliards d'heures en 2019. Deuxième question. Où se situent les plus grands défis ? Il est inquiétant de constater que l'industrie manufacturière, où la productivité augmente généralement beaucoup plus rapidement que dans les secteurs des services, n'a pas progressé depuis 2016. Croissance de productivité nulle. La crise du coronavirus a provoqué une forte augmentation de la productivité parce que les employeurs pouvaient gérer plus facilement les heures de travail peu productives et que la crise a particulièrement touché des activités où les salaires sont plus bas. Mais sur une période un peu plus longue, jusqu'à aujourd'hui, la productivité n'a donc guère augmenté. Les responsables politiques n'ont pas manqué de rappeler que de nombreux emplois ont été créés ces dernières années. Cette obsession du taux d'emploi, vous savez. Ce que l'on mentionne rarement, c'est que l'activité économique n'a pas beaucoup accéléré par rapport à la période précédente, mais qu'elle est devenue relativement plus intensive en main-d'œuvre. Troisième question. Pourquoi la croissance de la productivité est-elle importante ? Dans notre pays, les différences considérables entre les salaires moyens des secteurs reflètent en grande partie les écarts de productivité entre ces secteurs. Cependant, l'OCDE a constaté que les différences de productivité entre entreprises au sein d'un même secteur ne se traduisent pas par une différenciation salariale aussi importante dans ce secteur. Les travailleurs hautement qualifiés sont plus productifs que leurs collègues moins qualifiés et perçoivent donc un salaire plus élevé, mais la différence salariale est plus limitée que la différence de productivité. Cela rend notre marché du travail très rigide. La productivité n'est pas seulement importante pour la formation des salaires, elle détermine aussi en grande partie si nos dépenses de pension resteront soutenables. Si la croissance de productivité reste bloquée à 1%, et non à 1,5%, comme l'optimisme de la commission d'études sur le vieillissement continue de l'affirmer, les coûts du vieillissement seront presque 50% plus élevés. Ces coûts du vieillissement augmentent déjà fortement et, contrairement à la plupart des autres pays européens où les dépenses de pension commenceront à diminuer en pourcentage du PIB à partir de 2035-2040, le pic prévu dans notre pays
n'arrivera qu'à partir de 2050. Z sur 7, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Avant de nous quitter, retrouvez Valérie du CCB qui évoque l'obligation d'enregistrement des entités NIS 2. Merci de votre fidélité et à bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Valérie du CCB. Aujourd'hui, nous allons brièvement parler de l'obligation d'enregistrement des entités NIS 2. En tant qu'entité NIS 2, vous devez vous enregistrer sur notre portail au plus tard pour le 18 mars 2025. En vous inscrivant, vous fournissez des informations telles que les personnes de contact, l'activité, la taille de l'organisation. Tout représentant légal de l'organisation ou toute personne habilitée peut le faire via ITSME ou EID. Une fois enregistrée, votre organisation sera considérée comme prioritaire en cas d'incident pour le CCB et vous pourrez bénéficier de services supplémentaires comme une analyse annuelle des vulnérabilités et des alertes permanentes en cas de menaces spécifiques sur votre organisation. Ces services sont gratuits pour toute organisation qui s'inscrit. Vous voulez faire de même ? Alors rendez-vous sur atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.